Je vous propose de démarrer pour cette dernière table ronde, si on veut finir à l'heure. Alors, dans cette dernière table ronde, on va se poser la question de comment les IUT s'emparent de ce qu'on a dit. Je crois que ce matin, madame, vous avez posé une question disant, mais oui, vous, comment est-ce qu'on va faire vis-à-vis de toutes les compétences qui existent, qui sont présentées, comment est-ce qu'on va faire pour toutes les développer? Et donc, on va aborder ça. Donc, pour ce faire, nous avons deux représentants d'IUT, deux directeurs. Une directrice d'abord, Claudine Gay, qui est directrice de l'IUT de Lyon. Il y a un Lyon spécifique? Deux, de Lyon 2. Voilà. Michel Batouflet, directeur de l'IUT de Ville d'Avray, et aussi qui est président de l'ARIUT Île-de-France. Voilà. Donc là, nous allons parler IUT. Nous avons aussi, et nous vous l'avons annoncé, Fabienne Bartoli, qui est inspectrice générale des affaires sociales, qui va venir vous parler, avec laquelle on va parler de management. Vous avez vu que dans les compétences, il y a un certain nombre d'attentes en matière de formation en management. Et on en parlera avec Fabienne. Hein. Et puis, bien sûr, Franck Bordas, qui viendra nous faire un retour sur ce qu'il a retenu. Alors là, au nom de l'UNPUT, hein, vous avez bien compris que toute l'enquête l'étude qu'on a présentée ce matin n'était pas la doctrine de l'UNPUT, hein, mais qui était le retour d'experts. Et là, Franck viendra nous parler du point de vue de l'UNPUT. Alors, je n'ai plus la zapette. Par rapport, on va remettre... D'accord. Bon, manifestement, j'ai une présentation qui est un peu longue. Ma question, elle s'adresse à vous, Michel, Claudine. Ce matin, on a vu qu'il y avait des compétences qui manquaient actuellement aux techniciens. Hein, je vous les rappelle, hein, des compétences en matière d'oral, des compétences en matière de base mathématique, de base informatique, des compétences en matière de savoir-être, hein, de code, et puis également des compétences en termes, alors pas de formation management, hein, mais de posture, de compréhension des exigences en matière de management. Comment on fait ça? Parce que finalement... on en parle depuis longtemps. Il y a même certaines personnes qui ont dit, bah oui, on le sait que derrière, on a ces manques-là. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, je vais prendre la parole, même si j'étais pas bien assidu ce matin, puisque je n'étais pas présent, mais le contexte est redonné. Effectivement, nous constatons de manière récurrente les difficultés sur des prérequis. Typiquement, ce qu'on appelle les prérequis, c'est les outils nécessaires pour pouvoir former nos jeunes sur les 3 ans qui passent chez nous. Les prérequis, par exemple, sur les sciences, tu l'as évoqué, les outils mathématiques. Donc, je vais me concentrer sur ce point-là que je connais un petit peu plus. Il est difficile de trouver la solution puisque le problème réside non pas seulement chez nous dans nos formations à l'IUT, mais bien en amont de la formation, c'est-à-dire dès le collège, peut-être même avant, et le lycée. Et donc ce constat qui est fait par les équipes pédagogiques pour pouvoir assimiler les nécessités, ou en tout cas les programmes nationaux tels qu'ils sont prévus, nécessite des travaux préalables. Il y a des prérequis, mais nous, préalablement, les équipes pédagogiques font du renforcement dès le mois de septembre et on est obligé de prendre ce temps pour pouvoir faire ces renforcements. Alors, quels sont les outils à mettre en place pour pouvoir essayer de trouver des solutions? Il en existe quelques-uns. Sur la région Île-de-France, que je connais un petit peu aussi, on envisage, et il y a d'autres régions qui le font aussi, hein, et d'autres IUT spécifiquement, on envisage avec la région académique de mettre en place des plans académiques de formation. Ce qu'on appelle le plan académique de formation, c'est à destination des professeurs de lycée et de collège pour qu'ils puissent se saisir de nos besoins, nous, en termes de formation dans nos IUT. Ce sont des immersions des collègues enseignants du secondaire, donc,
pour pouvoir se saisir de nos difficultés et dire que voilà, on a ces outils-là. Donc ça ne va pas solutionner le problème parce que c'est le programme qui peut être en préalable, en première, en terminale ou bien même en collège et pas forcément adapté. Mais si on sensibilise l'ensemble des équipes pédagogiques du secondaire, on pourra peut-être arriver à faire un travail en collaboration avec eux, de telle manière à ce que les prérequis, ce ne soit pas nous qui les donnions sur un mois de travail peut-être, ou sur un travail pendant l'été lorsqu'il y a eu le recrutement, pour pouvoir combler entre guillemets, ces lacunes. Mais ce ne sont pas forcément des lacunes, puisque c'est des programmes qui ne sont peut-être pas en phase avec les nécessités de nos programmes nationaux. Ça, c'est sur l'outil scientifique. Je laisse peut-être la parole, peut-être que je sais que tu es pressé aussi, donc je te laisse la parole. Oui, Claudine a un train à prendre, donc elle va... Je ne voulais pas le dire, mais maintenant tout le monde le sait. Je fête les 30 ans du CFA qui a été monté il y a 33 ans pour que l'IUT Lumière existe, parce qu'on s'est emparé de l'alternance très tôt, dès 92. Et donc, effectivement, j'ai un train. C'est pour ça que je pars effectivement rapidement, parce que je suis heureuse de retrouver les équipes pour fêter cet anniversaire. Moi, je voulais dire que c'est au travers de cette diapo et de ces compétences... Je trouve que ça dit beaucoup de choses intéressantes, à la fois sur qu'est-ce que c'est qu'un technicien. C'est effectivement pas simplement des compétences techniques, c'est aussi des compétences transversales et des soft skills. Et tout ça, c'est une combinatoire qu'il faut effectivement il faut touiller un petit peu. Ça parle aussi, je trouve, de la manière de former et ce que c'est qu'une compétence. Et peut-être qu'en termes de solutions, on a déjà un peu apporté la solution dans les IUT. C'est-à-dire que les mises en situation professionnelle qui sont devenues, qu'on avait l'habitude de faire au travers des projets tutorés, mais qui sont devenues un peu systématiques au travers des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont des situations professionnelles les plus authentiques possibles et qui vont conduire les étudiants à aller mobiliser les bonnes ressources au bon endroit pour répondre à des problèmes inédits, parce que c'est ça être compétent, hein, c'est répondre à des problèmes inédits. Ça permet justement de combiner tout ça. Et ces compétences-là, transversales, elles s'enseignent pas très bien en dehors de situations. Et notamment en situation professionnelle, c'est relativement favorable pour pouvoir non pas les enseigner, mais les transmettre, les éprouver de manière expérientielle. Donc j'ai l'impression que déjà la réforme du but permet d'apporter une réponse. Ensuite, il y a le problème des prérequis. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 3 semaines de stage d'intégration au tout début de la première année, parce qu'on recrute ce qu'on appelle à l'IUT Lumière les autres bons. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas les meilleurs académiquement, on cherche un peu ceux qui sont au milieu, parce qu'on sait que c'est ceux qui, en apprentissage, puisqu'on est exclusivement en apprentissage en 2e et 3e année, on ne va pas forcément chercher les meilleurs académiquement. Parce que s'il y avait que les bons étudiants qui faisaient des bons professionnels, ça fait longtemps qu'on le saurait, donc on ne fait pas ça. Mais du coup, il y a des petites lacunes parfois. Et bon, pour combler ces lacunes, durant ce stage de rentrée de 3 semaines, qui est un stage d'intégration, on va aussi de manière intensive, un peu ce que tu dis, de manière très intensive, on va essayer de travailler sur quelques compétences clés de base, en communication, en langue, en informatique, en projet pro, déjà, on va commencer, pour essayer de combler un petit peu ces lacunes pendant 3 semaines. Et là, en plus, on mélange tous les BUT. Ils font ça en dehors de leur spécialité, en mélangeant, et qui est un point qu'on n'a pas dit ce matin, mais que j'aimerais bien d'en profiter pour le dire. Hein. Peut-être qu'une des forces des IUT, pour répondre à ces besoins de techniciens, c'est qu'on couvre à peu près tous les métiers. Et personne ne fait ça au niveau technicien. Personne ne couvre vraiment comme ça tous les métiers en formant à la technologie par la technologie en contexte universitaire. Ça veut dire qu'on a aussi, pour les compétences transversales, un atout très fort qui est la recherche, qui est là au quotidien, à côté de nous, et qui permet aussi de développer les compétences de demain, parce qu'on ne sait pas ce que c'est les compétences de demain, mais on contribue à les créer dans les labos. Eh bien, je trouve que c'est une réponse aussi intéressante de le faire de manière transversale. Merci. Merci pour ces commentaires. Alors après, on a les compétences à développer demain. Alors Fabienne, je vais m'adresser à vous sur le management. Alors vous avez un parcours à la fois universitaire, vous avez travaillé dans les ministères, vous avez été dirigeante puisque vous avez dirigé la Haute Autorité de Santé. Là, vous nous avez fait au mois de mars un rapport exceptionnel sur la situation du management en France, comparé à d'autres pays.
Alors, je vais reprendre simplement les publications qui ont eu lieu juste après la sortie de ce rapport. Ah bah la France, c'est pas top. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors peut-être en préambule, simplement vous dire que c'était un rapport où on a fait une comparaison en face de la France avec 4 pays européens, l'Italie, l'Irlande, la Suède, l'Allemagne. Parce que la Suède, vous savez, sur les modèles sociaux, on se compare toujours à nos grands voisins, cousins scandinaves. L'Allemagne, c'est un peu notre cousin, là, pour le coup, notre plus proche au niveau des systèmes de protection sociale. L'Italie, un pays du Sud, et l'Irlande, parce que c'est l'endroit où les GAFAM sont massivement implantés et où on pouvait attraper le management à l'américaine sur le territoire européen. Mais ce qui nous a frappé beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que, alors d'une part, effectivement, les résultats ne sont pas très flatteurs pour la France. Ça, c'était les enquêtes qui sont faites par la Fondation de Dublin, notamment, qui fait des comparaisons européennes sur un certain nombre de critères, notamment à partir d'enquêtes, conditions de travail, comme celles qui sont utilisées en France. Mais aussi, l'autre point important, on voit ces mauvais résultats de la France en comparaison des pays avec lesquels on est allé regarder d'un peu plus près les pratiques managériales, c'est qu'on nous a aussi souvent dit que nous, les Français, on était très forts dans l'auto-critique. Exemple, une des grandes entreprises de GAFAM implantées en Irlande, puisqu'on a rencontré la grande diaspora française, il y en a beaucoup qui sont aux manettes à des postes importants dans ces entreprises, ils ont des reportings sur eux-mêmes, beaucoup. C'est-à-dire que leurs équipes les notent très régulièrement, le fameux 360, si vous voulez, c'est permanent, avec un droit même de dénonciation de son chef, n'importe qui, n'importe quand. Alors nous, en France, le droit de dénonciation, on a une histoire qui fait que c'est un peu compliqué. Et donc, dans cette entreprise, on leur dit « Ah mais non, mais vous, les Français, oui, alors on prend vos enquêtes, mais on vous rajoute 3 points, parce que vous, quand c'est très bien, qu'il faut noter sur 5, en général, vous mettez 3. Vous ne mettez jamais 5, alors que dans les autres pays, ils mettent 5. Donc voilà, donc effectivement, dans notre rapport où on attrape un petit peu tout ça, ce qui a été repris notamment, il y a l'Express qui a fait sa une, on a eu la chance sur notre rapport, c'était de dire « Ah mais la France, vraiment pas super bon élève de ce point de vue-là ». Mais c'est vrai qu'il y a quelques indicateurs assez, robustes, qui tendent quand même à montrer qu'on a une spécificité managériale qui a du mal à passer avec les équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire manque d'autonomie, manque de reconnaissance. Autonomie, ça ne veut pas dire autogestion, hein. C'est bien sûr de l'autonomie dans son travail, dans ce qu'on sait faire justement techniquement, pour revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Manque de reconnaissance parce que souvent la chaîne hiérarchique est tellement importante qu'en réalité souvent, parce qu'on a pu constater par exemple dans l'enquête conditions de travail que mène la DARES chaque année en France, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes, de salariés dans les équipes qui disent « Mon chef ne sait pas ce que je fais. Il ne connaît pas la technicité, il ne comprend pas ce que je fais. » Et ça, c'est quelque chose de très important qui est ressorti beaucoup justement dans les résultats qu'on a pu regarder, qui nous ont permis de faire cette comparaison. Et donc, structure hiérarchique assez verticale, plus verticale encore que dans d'autres pays. Là aussi, les résultats sont assez probants pour montrer que la reconnaissance, on est, je crois, de mémoire à 54% en Allemagne versus 35% à peu près en France. Enfin, on a beaucoup d'indicateurs qui tentent quand même à montrer, même si on les corrige un peu du fait qu'on soit très prompt à l'autocritique, qui dit qu'on a des progrès à faire pour que les équipes en fait, soient mieux reconnues, soient plus autonomes dans leur technicité, dans leur professionnalisme, dans l'organisation du travail et dans la réorganisation du travail. Donc ça, c'est un point effectivement qui était important dans notre rapport. Je vais te laisser la parole. Dans votre rapport, vous avez un certain nombre de recommandations. Dans l'étude qu'on a faite, il ressort que le management, actuellement, c'est plus une attente en termes de compréhension de la posture, mais pour demain, il y aura une attente de boîte à outils managériale ou de sensibilisation des techniciens aux aspects management. Vous avez mis en avant que derrière, il y a 2 points qui sont l'autonomie et reconnaissance. Alors, est-ce que vous avez des recommandations à nous faire sur comment on aborde ce sujet-là? Alors, il y a effectivement l'intérêt d'avoir fait une comparaison de la France avec d'autres pays européens que je mentionnais.
C'est aller voir un peu plus près les pratiques. Alors, il n'y a jamais un modèle, vous savez, qu'on peut transposer d'un pays sur un autre, parce qu'on a toujours des spécificités culturelles, des spécificités de périmètre d'institutions, voire même de réglementation. Par exemple, je pense au je prononce toujours très mal, je ne suis pas germaniste, hein, désolée pour ceux qui le sont, l'équivalent du CSE allemand, Berchtesgadenpracht, voilà, qui effectivement a des prérogatives beaucoup plus étendues que celles de nos CSE en France, notamment sur le sujet managérial. Exemple, les pratiques managériales, c'est quelque chose qui se discute dans ces enceintes. En France, ça a toujours été quelque chose qui est considéré comme étant l'apanage du top management. Autre exemple, dans ces pays que sont aussi la Suède, qui est assez proche de l'Allemagne de ce point de vue-là, tous les recrutements doivent être approuvés par l'équivalent du CSE, sauf le top management, mais en fait, il faut que vous discutiez en permanence. Donc, ce qui donne en fait un climat de négociation permanente qui, pour certains, peut être un peu pesante parce que c'est long. Vous changez un petit élément dans la convention collective, nous ont dit quelques personnels qu'on a rencontrés, des DRH qu'on a rencontrés en Allemagne, vous prenez 2 ans. En France, vous prenez une grève, ça monte tout de suite dans le côté un peu conflictualité, mais dès que vous avez trouvé les lignes d'accord, ça va très vite. Voilà, après chaque pays. Mais les recommandations qui émanent, c'est un peu cet angle mort justement des pratiques managériales qui, à la fois, ne fait pas tant l'objet que ça quand on a regardé les curriculums des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce qui sont traditionnellement parmi les futurs managers, on va dire, dans le monde des entreprises. Et réellement, ce qui est enseigné, c'est pas quelque chose de prégnant. De la même façon, c'est pas quelque chose de prégnant dans les échanges dans les entreprises. C'est un peu un angle mort, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce qu'on a recommandé, c'est un certain nombre de... Enfin, c'est surtout, avant tout, que les partenaires sociaux s'en saisissent. Que ça devienne vraiment... Parce que depuis les lois Auroux, il y a une obligation, normalement, de... négociations, alors il y a quelques négociations obligatoires, mais il y a un droit d'évocation qui, depuis les lois Auroux, normalement, devrait... il y a un droit d'échange et de communication qui, finalement, n'a pas tant que ça été mis en œuvre. Et donc, il y a certains partenaires sociaux, dont la CFDT, qui préconisent beaucoup de changer un petit peu les choses, de ne pas s'arrêter qu'au dialogue social stricto sensu sur les sujets qui doivent obligatoirement passer par le dialogue social, mais faire aussi ce qu'ils appellent du dialogue professionnel. Le dialogue professionnel, c'est quoi? C'est justement remettre au centre les gens qui sont au milieu du processus de production, qui connaissent ce processus de production mieux que quiconque, et qui pourront justement donner leur avis pour une meilleure organisation du travail, pour une organisation plus performante, plus bienveillante pour les équipes et qui leur donnera beaucoup plus de satisfaction et donc qui amènera cette fameuse reconnaissance au travail. Et ça, alors d'autres partenaires sociaux y voient peut-être une compétition avec le dialogue social, mais je pense qu'il y a quand même des éléments pour que les partenaires sociaux se saisissent de nouveau de ce sujet et remettent les équipes au centre. Alors, on a beaucoup discuté, on a eu la chance de rencontrer Jean-Dominique Sénard et Sophie Thierry qui ont piloté les assises du travail, qui malheureusement ont fait des recommandations, mais sont arrivées juste avant la dissolution de post-élection européenne il y a un peu plus d'1 an. Donc, leurs recommandations sont restées un petit peu en suspens vu les difficultés gouvernementales qui ont suivi. Mais disons que ce serait bien de reprendre un petit peu ces sujets par l'ensemble des parties prenantes pour remettre au cœur des discussions, justement, la fonction de production avec des équipes au centre de cette fonction de production qui sont à même de dire, tel et tel sujet, on verrait bien changer la façon dont le workflow s'organise, dont la façon dont la gestion de projet s'organise, avec les gens qui le mettent en œuvre au quotidien. Et ça, c'est quelque chose, nous a dit Jean-Dominique Sénard, qui a essayé de le mettre en place chez Michelin et Renault, qui est vraiment très important et qui produit des résultats, mais en même temps, c'est un chantier d'un peu long terme. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que les partenaires sociaux s'en saisissent, à la fois que les institutions de formation comme les vôtres s'en saisissent, à la fois sur la formation initiale. Vous parliez, madame, des soft skills, de tout ce que vous essayez de faire passer au niveau apprentissage. On l'a beaucoup entendu, l'histoire de posture managériale qui serait sans doute à revoir, à réfléchir, mais
plus on avance, plus effectivement aussi nos visions, nos attentes vis-à-vis de ces postures-là changent. Donc je pense que à la fois la formation initiale mais la formation continue doivent être deux éléments qui permettent de rediscuter ce sujet des pratiques managériales. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on a, dans l'étude qu'on a faite, on a vu que le technicien avait vraiment dans ses missions une place centrale et notamment de relations entre, bien évidemment, entre ceux qui conçoivent et ceux qui sont opérateurs, mais aussi avec les autres services. Tout à l'heure, certains intervenants ont parlé du lien avec la recherche et développement, etc. Donc il est vraiment au cœur justement de cet aspect-là. Donc ça veut dire que si on tire l'aspect dialogue professionnel, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour nos techniciens. Oui, et je trouve que ça pourrait être l'occasion de dynamiser un peu ce rôle d'interface. C'est-à-dire qu'on a bien compris que ces 3 dimensions qui ont été mises en valeur par votre étude, c'est ce côté expertise technique, rôle d'interface et puis le côté efficience, performance, ça c'était un peu le passé, puis qu'avec l'évolution notamment de la technologie, il va falloir dynamiser tout ça. Et je me disais en vous écoutant que ça permettait peut-être de dynamiser ce rôle d'interface et plutôt de voir comment on peut les conduire à être plutôt des agents collaboratifs, plutôt que d'être des interfaces qui fait un petit peu statique, de se dire en fait un technicien ça pourrait être aussi un agent collaboratif et puis aussi ce que j'ai proposé ce matin, un technologue qui contribue à changer de l'intérieur et qui a donc un rôle un peu particulier en termes d'innovation. C'est pas l'ingénieur qui va pousser, qui va vouloir diffuser, mais c'est plutôt le technicien qui va être là plutôt dans une approche d'adoption de l'innovation et qui va co-construire l'innovation de manière plus sage puisqu'il va être dans un rôle d'adoption. Donc voilà ce que m'évoque ce que vous venez de dire par rapport à votre étude. Ajouter. Très bien. Alors, par contre, j'ai une question pour toi, Michel, parce que dans les conditions, dans les facteurs facilitants sur l'évolution de ce rôle de technicien, on a beaucoup parlé de l'apprentissage comme étant un élément clé. Et je pense que c'est ressorti dans toutes les tables rondes qu'on a eues tout à l'heure. Et je crois qu'il y a une actualité récente au niveau de la RIUT Île-de-France sur l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne comme ça. Ouais. Donc oui, il y a une actualité récente, mais il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Effectivement, l'apprentissage est essentiel pour tout ce qui vient d'être dit, à plusieurs titres. C'est à la fois l'approche avec le tissu économique local, on en a parlé de nombreuses reprises, et c'est dans ce périmètre-là qu'on a souhaité, avec les IUT là, proches, d'avoir des actions communes. Elles sont passées par plusieurs champs. La première, c'est de se rapprocher des campus des métiers qualification. C'est la première action. Les campus des métiers qualification ont pour objet de centraliser sur des branches professionnelles ou sur des métiers bien identifiés de réels besoins. Et donc, en rapprochant nos formations, nos IUT de ces campus des métiers qualification au sens large, puisque c'est un besoin, on a un périmètre et on a étendu ce périmètre au niveau de la région Île-de-France pour le coup, mais ça s'est fait aussi dans d'autres régions en France, mais pour le coup la région Île-de-France, et sur certains métiers pour affiner vraiment le besoin d'un technicien sur un champ donné. Et donc pour aussi favoriser l'apprentissage sur ces champs donnés, c'est-à-dire typiquement, je pense au réseau électrique, c'est un des champs sur lesquels on s'est rapproché parce qu'il y a un réel besoin. Donc le groupe EDF a vraiment ce besoin-là. Qu'est-ce qu'un technicien sur les réseaux électriques ? Comment appréhender et donc comment le sensibiliser, ce jeune ? Et donc c'est par les voies d'apprentissage sur ces cœurs de métiers-là, en favorisant, et c'est par l'interfaçage des campus des métiers qualification. Ça, c'était le premier volet. Ce qu'on a fait sur plusieurs champs disciplinaires et plusieurs métiers, en mettant l'interfaçage, des spécialités que nous portons, nous, dans nos IUT, et les métiers à proprement dit de techniciens, sur des métiers en tension ou des métiers d'avenir. Et d'ailleurs, on a répondu à ce qu'on appelle des AMI-CMA, des appels à manifestation d'intérêt et compétences et métiers d'avenir. Et nous avons été lauréats grâce à l'Université de Paris-Saclay, qui est porteur de ces campus des métiers qualification. Donc l'ensemble des IUT. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de se dire,
on va peut-être se rapprocher, on le fait tous localement dans nos IUT, on a des actions communes pour favoriser l'apprentissage, soit par le biais des CFA, soit par le biais de forums d'entreprise et autres. Et il était peut-être intéressant de se rapprocher de branches professionnelles, et plus que de branches professionnelles, on les a vues tout à l'heure, des OPCO, puisque les OPCO sont porteurs aussi de ce besoin, et donc de se dire, on se rapproche et on va travailler en synergie. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. J'ai été attentif, vous avez vu, je n'étais pas là ce matin, mais j'étais attentif cet après-midi. Cette synergie, elle est cruciale et très importante, et donc favoriser ce rapprochement. On a pu le faire, et on en est ravis, on a signé une convention de partenariat avec l'OPCO Atlas au niveau de la région Île-de-France, et ses 18 IUT, pour pouvoir sensibiliser aux métiers d'avenir, à l'apprentissage. Donc on va travailler ensemble, on a déjà commencé. Je sais que les conventions sont des fois très porteuses d'objectifs, on a des idées magnifiques qu'on pose sur le papier, mais qui ne mènent pas forcément à grand-chose. Là, pour le coup, on a déjà commencé avant d'avoir signé, parce qu'on a travaillé pendant 6 mois, même plus de 6 mois avec l'OPCO Atlas. Les actions sont déjà concrètes et réalisées, et en cours d'évolution pour généraliser à l'ensemble des IUT. Et l'idée, c'est donc justement d'aller chercher des apprentis, sensibiliser sur les métiers pour pouvoir correspondre, pour faire former des jeunes en adéquation avec les réels besoins du métier, et aussi faire connaître les métiers à nos jeunes. Ça, c'est très important. Et le troisième point, c'est le mécénat de compétences, c'est que l'on souhaite favoriser. Là encore, on l'a initié avec le groupe EDF, mécénat de compétences qui fait intervenir des professionnels qui sont les experts des besoins dans le monde économique et qui vont transmettre un savoir chez nous, dans nos formations, et sensibiliser les jeunes au métier par le biais, après, a posteriori, d'apprentissage ou pas. Voilà. Donc on a trois leviers. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais trois thématiques essentielles là, sur la région Île-de-France. Alors Fabienne, j'ai une question pour vous, parce que certains experts nous ont dit que l'apprentissage était quand même une voie aussi pour découvrir la posture managériale, pour découvrir les exigences du management. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Alors j'ai eu la chance de faire des rapports sur l'apprentissage, mais c'était plutôt sur les sujets financiers, parce que qui sont toujours des sujets qui préoccupent le ministère du Travail, puisque ça fait partie, c'est une grosse part de son budget. Donc sur les coûts contrats, etc. Donc des trucs très techno. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand on avait eu la chance de faire des entretiens avec justement les différents CFA, etc. sur ces sujets, il y a eu un véritable engouement, je pense, au-delà du financement, c'est vrai, qui était très généreux quand même de l'État en la matière, mais il y a eu un véritable engouement, je pense, des chefs d'entreprise pour ce mode-là. Et au vu des résultats de la France, qui sont toujours assez, pas forcément très très bons, sur l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Je me souviens quand j'étais aux Nations Unies et que je présentais les taux de chômage des jeunes dans les quartiers défavorisés, les gens pensaient que je m'étais trompée d'une décimale quand je présentais les chiffres. Et même mes collègues de pays émergents ne comprenaient pas qu'on puisse avoir des taux de chômage aussi élevés. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose d'important, et justement le fait d'être dans une collectivité de travail change complètement le rapport, je dirais, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, dans la perception qu'on a de son positionnement, du groupe collectif dans lequel on évolue, et c'est quelque chose qui est de nature à évidemment aller dans le bon sens. Mais comme je disais, ce qui nous a frappé dans notre rapport là, sur les pratiques managériales, c'est vraiment l'absence, très peu d'importance dans les curriculums des grandes écoles du sujet du management en tant que tel. C'est vraiment quelque chose qui reste, flou, qui semble ne pas être... D'ailleurs, j'ai fait une présentation aussi de mon rapport devant des directeurs d'hôpitaux, déjà en position managériale depuis un certain nombre d'années, et il y en a une qui m'a dit, mais le management, c'est pas vraiment quelque chose d'une science exacte. Alors, on ne parle pas de science exacte, mais c'est clairement, il y a des outils. Il y a des attentes, on dirait, des collectivités de travail, et je pense que c'est là-dessus qu'on a des progrès à faire. Et là, on a besoin effectivement de vos communautés de travail, en particulier ceux qui s'occupent de l'apprentissage, parce que justement, c'est à l'interface entre ces deux mondes, le moment où on a des savoirs académiques et le moment où on les met en œuvre dans une collectivité de travail. Et je pense que ce moment-là est très important, et sans doute que vous aurez des outils à construire qui pourront être utiles aussi dans les formations continues,
parce qu'encore une fois, ce sont des attentes qui évoluent au fur et à mesure de notre rapport collectif au travail, qui lui aussi évolue. Le télétravail a été notamment, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup mis en avant, en disant que ça avait beaucoup bousculé les collectifs de travail, leur organisation et la façon dont on justement manageait les équipes. Et il y a eu peu de réponses pour outiller les managers à comment répondre, faire du management à distance, à des conflits à distance, etc. Donc je pense que sur ces interfaces-là, vos institutions auront beaucoup à faire, en particulier celles qui sont investies dans l'apprentissage. Avant de m'en aller, juste sur l'apprentissage, pour avoir vécu justement toutes les transformations et au départ appréhender la réforme de l'apprentissage, puisqu'on faisait de l'apprentissage depuis 92, donc on a vu arriver la réforme avec un peu d'inquiétude, en même temps qu'on était un peu en position de rentier, c'est-à-dire qu'on faisait de l'apprentissage depuis longtemps, donc on s'est dit bien, c'est bien, un peu de concurrence, ça va dynamiser, ça va être chouette. Et puis après, on n'a pas si bien vécu que ça, parce qu'en fait, il ne faudrait pas que parce qu'on vulgarise l'apprentissage, on le banalise et qu'on s'en lasse. Et que du coup, il faut vraiment, je trouve que pour l'apprentissage dans le cadre des techniciens et des UT, il faut qu'on retrouve un sens en travaillant avec les entreprises comme des co-formatrices et qu'on se redise que dans le mot apprentissage, il y a le mot apprendre. Donc on rend employables des gens qui ne le sont pas encore. Et ça, c'est important de se le rappeler tous. Et qu'on travaille bien ensemble. Et pour ça, il faut que l'entreprise soit vraiment co-formatrice, que ce qui est fait en entreprise compte dans la diplomation et que l'évaluation de ce qui se passe en entreprise compte dans le référentiel. Et dans le même temps, il faut qu'on dépasse une vision adéquationniste parce que, voilà, je disais tout à l'heure, on construit aussi les compétences de demain, puisqu'en IUT, on est quand même à l'université, on a des labos, des collègues chercheurs, je pense que c'est un point qu'il faut rappeler, et du coup, on peut aussi aider à co-construire les compétences de demain, par exemple sur le management, et notamment le rôle du maître d'apprentissage. On se rend compte qu'au travers du maître d'apprentissage, le jeune apprend à manager son manager, et avant d'apprendre à devenir un manager, il faut apprendre à manager son manager. C'est un cours qui est super sympa, celui-là. Je suis désolée de vous laisser, mais j'aurais bien aimé continuer à discuter. Merci en tout cas d'avoir été là, Claudine. Merci. Merci. Franck, sur tous ces sujets-là, quel est ton regard? Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, donc je n'ai pas le temps. Donc, en réaction sur l'alternance, je vais peut-être redire ce que j'ai dit ce matin en réaction sur une conférence. C'est que les premiers résultats qu'on peut avoir sur l'alternance, c'est que c'est une réussite totale dans le cadre de notre évolution, nous-mêmes avec notre diplôme, en approche par compétences. Et avec une intégration également de davantage de bacheliers technologiques. C'est-à-dire que là, on donne du sens à l'apport académique grâce à la mise en situation professionnelle. Et c'est pour ça que la crainte qu'on pouvait avoir sur le taux de réussite, on s'aperçoit que tous les acteurs qu'on peut avoir autour de la table aujourd'hui disent c'est une réussite, les étudiants sont satisfaits, en plus rôle d'ascenseur social parce qu'ils ont une rémunération dans ce cadre-là. L'entreprise est très contente parce que derrière, elle forme un jeune dont elle a besoin clairement et qu'elle souhaite conserver après. Alors ça c'est le petit bémol qu'on peut avoir d'ailleurs au passage, j'y reviendrai juste après. Et ensuite, pour l'enseignant, l'enseignant qui constate que ça marche bien et que le taux de réussite est supérieur à ceux qui sont en formation initiale, au final, c'est tout gain sur cette partie-là. Quand je souhaitais revenir sur les parties qui sont peut-être plus sensibles et qu'il va falloir peut-être améliorer, c'est dans les temps qu'on a aujourd'hui où on a un tassement, ça a été dit ce matin, au niveau des entreprises, et une personne l'a dit dans la salle aujourd'hui, oui, on a du mal à trouver des entreprises d'accueil, ce qui n'était pas le cas avant, mais ça, c'est la situation économique aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit dans la situation actuelle, enfin pas suffisamment dit. Si on augmente notre PIB, on va résoudre une partie de nos déficits aussi, et donc il faut absolument continuer à encourager ce dispositif. Le dispositif d'apprentissage, il coûte cher certes, mais c'est un dispositif vertueux, donc il faut absolument l'encourager par rapport à ça,
parce que c'est un gage de réussite. Et ça, c'est vraiment important. Alors après, si je veux rebondir sur les autres éléments qui ont pu être mis en avant, et notamment par rapport à appel à manifestation d'intérêt dans le cadre des compétences et métiers d'avenir, dans le cadre de France 2030, étant moi-même membre du jury CMA, je vois ce qui se passe aussi. Et l'objectif pour les besoins de France 2030, ils sont autour aussi de ce qu'on a pu dire. Donc l'appétence pour les sciences, mais l'appétence pour les sciences, elle se fait dès le plus jeune âge, parce que on peut dire il faut réindustrialiser le pays, mais si en réalité on n'a pas les jeunes qui viennent dans les filières, ça ne sert à rien de rouvrir des filières complémentaires, alors que c'est les jeunes qui manquent. Bon, et en particulier quand on parle des jeunes filles notamment, donc c'est pour ça que Compétences et métiers d'avenir finance aussi des projets pour essayer d'attirer les jeunes vers ces filières scientifiques et en particulier donc les filles sur ces sujets-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. On voit bien qu'on va sur quelque chose de volontaire en la matière et qui est nécessaire par rapport à ce qui a été décrit tout à l'heure et la situation de la France qui se dégrade dans tous les classements un peu partout. Donc je pense qu'on a réussi notre coup avec le BUT et l'approche par compétences. Encore une fois, la satisfaction qu'on peut avoir en remontée des entreprises, même si aujourd'hui on n'a pas encore de retour sur l'insertion directe parce qu'on n'a qu'une promotion qui est sortie, mais cependant, comme on a développé l'alternance, on voit bien déjà que ça matche au niveau des entreprises et on n'aurait pas ces niveaux de réussite si ce qu'on faisait dans l'IUT ne correspondait pas à ce qui a été fait sur le terrain. Donc la partie situation d'apprentissage et d'évaluation, nos fameuses SAE, eh bien c'est quelque chose qui fonctionne par rapport à ça. Et c'est aussi sans doute un contributeur pour le niveau de réussite des bacheliers technologiques par rapport à ça. Ils voient un vrai intérêt à ce qu'ils font en cours parce qu'ils peuvent le reproduire sur le terrain. Okay. Robert, est-ce qu'un commentaire Oui, j'ai juste un commentaire pour compléter sur ce que vous avez dit et repartir des SAE que tu viens d'évoquer ou des situations d'apprentissage qui d'une certaine façon revient un peu au même, c'est-à-dire les mises en situation opérationnelle. On a dit que les techniciens se caractérisaient, leur rôle se caractérise plus exactement par le fait qu'ils sont au cœur des situations opérationnelles. Or, quand on parle de dialogue professionnel, on parle de situation opérationnelle en réalité. Et c'est à ce niveau-là que le dialogue professionnel a lieu. S'il n'a pas lieu à ce niveau-là, il n'a lieu nulle part. Ce qui veut dire qu'un acteur comme le technicien, qui est au cœur de cette situation, il a un rôle critique à jouer dans la construction et l'alimentation du dialogue professionnel. Mais ce n'est pas une science infuse. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel et dont on est muni comme ça. Ça s'apprend. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Un technicien peut pouvoir apprendre des techniques, y compris dans ce champ-là. Et donc, effectivement, c'est une invitation à compléter le dispositif de formation avec des éléments formatifs qui parlent pas directement de management, mais qui vont parler de posture, qui vont parler, effectivement, on a parlé de feedback assez régulièrement, c'est-à-dire de techniques basiques sur l'interaction entre personnes, mais aussi sur la façon d'agir sur des situations professionnelles dans lesquelles des transformations, des changements ou des progrès sont à appliquer. Pour reprendre le cas de M. Sénard et notamment de son passage chez Michelin, effectivement, on voit bien que l'action de très long terme qui a été conduite dans ce groupe, alors de très long terme, effectivement, ce sont des actions pluriannuelles. Il faut une détermination, une stratégie et une continuité dans l'action et dans les comportements qui est extrêmement importante. Mais on voit bien que tout ça repose au bout du compte sur la capacité très locale de pouvoir conduire des progrès à la main des équipes, en accompagnant les équipes et en les aidant à prendre le manche sur les problématiques qui les concernent. Et encore une fois, le rôle du technicien est ici un rôle privilégié. Ça suppose de l'outiller pour ça. Donc voilà les commentaires que je pouvais rajouter. Oui, alors, moi, si je remets ma casquette RH, je ne peux que vous inviter à lire les 2 tomes, déjà le premier, mais aussi le tome des annexes, du rapport IGAS. Ce sont de gros... synthèse. Il y a une synthèse, mais vraiment, je pense que pour intégrer justement cette réflexion sur le rôle du management
Ce que vous avez fait nous ouvre beaucoup de choses. On peut les trouver où, ces taux? C'est en ligne. Vous tapez IGAS, pratique managériale, ça sort tout de suite. Il n'y a aucun problème, donc c'est directement disponible en ligne. Et donc, il y a effectivement des annexes par pays, dont une annexe France, justement, puisqu'on a comparé avec la France. Et donc, quelques solutions qui ont été assez innovantes, qui ont été développées, notamment par des partenaires sociaux. Je pense à l'Italie ou la Suède, qui en fait ont mis en place des programmes de coaching, justement, pour les managers en place, qui se font en lien avec des universités et le monde académique pour outiller, justement, les managers, parce que vous parliez d'outils, justement, on a besoin, ces outils n'existent pas beaucoup encore aujourd'hui, sont à construire évidemment par les gens qui sont aux manettes en ce moment. Donc voilà. Et donc ça, c'était intéressant aussi de voir que des grandes centrales syndicales avaient mis en place une aide spécifique au coaching pour des managers. C'est intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Alors déjà, juste une expérience très simple. Il suffit de devenir simplement chef de département et d'un seul coup, on n'est plus le collègue de ses collègues. On distribue les bons points, les punitions, alors qu'on n'a jamais eu aucune formation en management et on apprend sur le tas. Et je pense que plusieurs parmi vous en ont fait l'expérience, mais c'est pas grave, je refais un mandat, donc tout va bien. Et pour nos étudiants, en fait, je pensais à quelque chose de tout simple, mais qui ne fonctionne pas toujours dans toutes les universités ou les IUT. Tout ce qui est BDE, tout ce qui est organisation de projets, de manifestations, peut les sensibiliser à du management. Après, il faut par contre reprendre avec eux et leur dire, voilà, c'était super ce que vous avez fait maintenant. Comment est-ce que vous vous êtes comporté? Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Enfin, il faut peut-être, un peu comme dans les SAE, mais les SAE, souvent, ils sont que 3, 4, enfin, on les évalue, mais je me dis qu'il y a quelque chose à faire du côté de ce qui est le petit pas de côté, l'organisation du forum entreprise, l'organisation des JPO, et essayer après de reprendre ça pour discuter avec eux de leurs actions, de leur posture justement, et leur faire prendre conscience de certaines petites choses qui sont déjà du management. C'était juste ça, voilà. Travailler les expériences et faire de la pratique réflexive après, ça, comment, je sais pas, ça fait écho, Michel? Le pas de côté, on a des expériences, on est au BDE, on est dans le domaine associatif. Tout à l'heure, on parlait d'expériences d'entrepreneuriat, valoriser ces expériences-là et puis les amener à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment ils se sont positionnés. Oui, je pense que c'est une bonne proposition. C'est une solution qui est déjà exploitée dans pas mal de spécialités, que des retours sur les projets, sur les SAE, etc. Et donc le management y est initié. C'est des choses qu'on pratique. C'est peut-être plus vrai dans certaines spécialités que nous portons dans nos IUT. Je pense dans les domaines tertiaires que sont techniques de commercialisation, GEA, GACO, etc. Où là, ça va être plutôt transparent parce que nécessaire. On va l'évaluer, ça sera moins vrai et plus difficile peut-être à mettre en œuvre sur des spécialités industrielles ou scientifiques pures. Je pense au génie mécanique, au génie électrique, etc. Ça sera un peu plus difficile peut-être à mettre en œuvre. Mais pour autant, c'est quelque chose qu'on doit s'exercer à faire parce que c'est nécessaire, ça a été évoqué toute la journée. Et au-delà de ça, aussi, le périmètre, je complète, je précise, l'apprentissage de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas faire de manière complètement indépendante le management avec le modèle économique ou le modèle de l'entreprise à proprement dit. Le modèle de l'entreprise, il est dans l'apprentissage dans un certain nombre de nos spécialités, dans les programmes nationaux, mais dans d'autres, il ne l'est plus. Alors, je me permets de dire il ne l'est plus. Je suis un produit des IUT, j'y suis passé il y a un peu plus de 30 ans, dans du génie mécanique. Et dans du génie mécanique, on apprenait le modèle de l'entreprise, on apprenait le modèle de gestion financière, on apprenait une partie du management. En tout cas, moi, en génie mécanique, j'ai pu apprendre ce genre de choses et c'était très enrichissant. Et ça avait un objectif,
c'est de permettre à des jeunes diplômés, à l'époque du DUT, de monter leur entreprise. Et c'était intéressant. Peut-être qu'il faudra se réinspirer à l'avenir de choses comme ça sur l'ensemble de nos spécialités, qui aujourd'hui, peut-être, on a peut-être là des programmes nationaux qui vont être réécrits, peut-être des choses à réfléchir. En tout cas, c'est très intéressant puisque voilà, on se nourrit des idées pour avoir d'autres idées. Peut-être. Non, parce que c'était pas du tout. C'était pas complètement sur le même sujet. Donc si c'est sur le même sujet, je vous laisse la parole. Alors, je voulais juste rebondir sur cette partie-là par rapport à ça. Si ça n'est pas dans les programmes, pensez à créer AIUT aussi, qui est un moyen du réseau à ce niveau-là de valoriser la création d'entreprises et d'aller chercher ce genre de choses. Et après, je voulais juste rebondir aussi par rapport à tout ça sur 2 points. En tant qu'employeur, quand on reçoit les CV, même si c'est moins d'actualité, les CV, comment on choisit? On ne choisit pas par rapport au diplôme, tout le monde a le même diplôme. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que je ne m'étais jamais préoccupé de l'origine de l'IUT des diplômés. En revanche, et pour rebondir sur ce qui a été dit sur le BDE, c'est les petites lignes en bas. Qu'est-ce qu'il a fait pendant l'été, les petits jobs, les fonctions associatives, tout ça. Et on rejoint cette notion de BDE parce que cette notion de management, de vivre ensemble, on va le retrouver à travers ces expériences et cette notion de courage aussi. Bon, et je voulais juste ajouter, parce que comme c'est Sergi qui s'est expliqué, je veux mettre en avant Sergi. Pourquoi? Parce qu'on peut tout réussir quand on expérimente et qu'on a les moyens d'expérimenter. Et à Sergi, ils font réussir des bacs pro. Pourquoi? Parce qu'ils ont un module particulier qui est, qui a été mis en place de manière expérimentale par rapport à ça. Et on est capable aussi de faire dans un IUT réussir des bacs pro pour autant qu'on mette ce qu'il faut derrière sur une première année avant qu'ils réintègrent sur les buts 2 et buts 3 les filières normales. Ouais, moi, je voulais juste rajouter 2 points, mais qui n'ont pas, enfin, qui sont pas complètement liés. Le premier, ce qui me vient à l'esprit, c'est que effectivement, ce que Madame disait tout à l'heure et ce que vous disiez, c'est que l'apprentissage, ça peut être cet endroit où justement, on peut, faire une espèce de retour d'expérience sur des pratiques managériales telles qu'elles sont mises en œuvre dans l'entreprise dans laquelle se forme le jeune futur diplômé. Parce que forcément, effectivement, vous disiez qu'il va devoir apprendre à son manager à manager aussi, à le manager. Mais en fait, il y a cette interaction qui est déjà présente. Parce que ce qui est compliqué dans les curriculums de management, de soft skills, etc., c'est que pour les jeunes, en général, ça apparaît complètement désincarné, un petit peu pas sérieux, parce que justement, pas des compétences techniques claires et affichables. Alors que justement, quand il se trouve dans une position d'apprentissage, il y est confronté explicitement tous les jours. Et donc, c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Ils sont dans des positions managériales d'être managés, de rapport avec un collectif de travail qui peuvent analyser avec justement les équipes pédagogiques qui sont autour d'eux. Alors ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, qui est un autre élément du rapport sur lequel je n'ai pas du tout parlé, mais quand vous parliez, monsieur, de modèle d'entreprise, etc., de tout ce que vous évoquiez, en fait, ce qu'on a montré aussi, ce que montrent beaucoup d'études au niveau international, que ce soit américain, européen, etc., c'est qu'en réalité, les entreprises dans lesquelles il y a un bon management, et ce qui nous a frappé dans notre rapport, c'est qu'en réalité, on pensait que chacun allait avoir sa définition du bon management. Et en fait, non, finalement, c'est assez consensuel. Le bon management, ce que je disais au début, c'est l'autonomie, la reconnaissance, la mise en avant des compétences techniques au bon endroit, au bon moment, mais ces 2 facteurs sont vraiment quelque chose qui reviennent de façon consensuelle sur la définition du bon management. Et donc, ce bon management, quand on l'observe dans un certain nombre d'enquêtes déclaratives comme celle en France menée par la DARES sur les conditions de travail, on s'aperçoit en faisant des régressions, on a pu le faire dans une des annexes de notre rapport, qu'il y a une corrélation ne veut pas dire causalité, vous le savez tous, mais qu'il y a une corrélation très forte entre bon management et très bonne performance de l'entreprise, que ce soit les EBITDA, on a testé un certain nombre d'indicateurs de performance, de profitabilité, et c'est aussi vrai dans beaucoup de pays. J'ai en tête, puisqu'on est dans un univers technique avec les IUT, une étude spécifique qui a été faite aux États-Unis sur 2 entreprises industrielles qui produisaient exactement la même chose, avec 2 organisations justement différentes, l'une beaucoup plus plate, l'autre un peu plus hiérarchique et moins participative, et donc il y avait une différence de 20% en termes de productivité entre les 2 entreprises, entre celles qui étaient plus
hiérarchique et celle qui l'était un petit peu moins, avec plus d'autonomie et de participation justement des personnels techniques au processus de production. Donc voilà, c'était les 2 points sur lesquels je voulais revenir en vous écoutant. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, Philippe. Oui, moi je ne suis pas étonné qu'on tourne et on retourne sur le management, qui est quand même une des clés et un des nœuds de la réussite de nos entreprises, chercher les managers. Alors moi je voudrais défendre un peu les managers à la française, parce qu'on leur a mis beaucoup là sur la tête. Oui, c'est vrai et que ce soit le management hiérarchique ou le management fonctionnel dans la gestion de projet, c'est vrai qu'on ne leur a pas du tout donné pendant des années des techniques de management. Ça existe. Savoir construire une réunion, savoir monter un entretien avec son collaborateur, savoir faire un bilan annuel d'évaluation des résultats, ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a des manières de faire. Ça, c'est une première chose. On était, j'allais dire, absent de ça. Je pense que beaucoup de sociétés, beaucoup de grandes sociétés en tous les cas, ont essayé de rattraper ce retard. Mais moi, je voudrais défendre les managers parce qu'il y a aussi une autre dimension sur laquelle il faut donner de l'apprentissage, c'est l'apprentissage du collaborateur. Parce que être manager, c'est un certain nombre de responsabilités, mais être collaborateur, c'en est aussi. Et on a mis le collaborateur depuis des décennies dans notre mode de fonctionnement comme quelqu'un qui était là pour exécuter les ordres. Et surtout pour ne pas donner son avis. Et on demandait aux collaborateurs surtout de ne pas être autonome, mais d'être bons petits soldats. Et moi, j'ai vu dans les usines de l'entreprise où j'étais, le nombre d'énergie qu'ont mis des managers à bon escient pour essayer de solliciter, de donner de l'autonomie, de donner de la participation, de l'innovation, etc. Et ils avaient qui en face d'eux? Des gens qui attendaient les bras ballants. Et là, ça a été tout un autre pan de la formation qui a été de redynamiser le rôle du collaborateur. Et le collaborateur, ce n'est pas simplement d'attendre qu'on me dise ce que j'ai à faire, mais c'est aussi d'être à son niveau et dans son domaine une force d'initiative. Alors j'ai trouvé très intéressant cette posture auquel je n'avais pas pensé, qui est l'apprenti en train d'analyser son tuteur et de faire un bilan sur le management de son tuteur. Là, je trouve qu'il y a des voies parce que tout le monde ne sera pas forcément manager dans sa vie, mais d'être déjà un collaborateur actif, proactif et autonome, ça sera déjà une avancée remarquable. Donc voilà, je défends le manager d'aujourd'hui parce qu'il a parfois des collaborateurs un petit peu lourds à bouger, et que ce n'est pas simplement de bien les manager, mais c'est aussi de les faire sortir, eux, de leur rôle de collaborateur passif, pour devenir un collaborateur actif. Et ça, on y sera d'autant plus, on y arrivera d'autant mieux qu'on sera capable de valoriser l'écoute et le respect. En fait, on revient sur ces notions de soft skills, et ça dès le plus jeune âge, je dirais c'est dès la maternelle, parce qu'après on peut essayer de rattraper les choses dans les IUT, mais en réalité c'est une notion d'éducation aussi par rapport à ça. Et ce que tu qualifies là, Philippe, c'est aussi ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes on a évoqué tout à l'heure l'entrepreneuriat, la capacité donc à créer sa propre entreprise, mais de plus en plus on demande aussi aux jeunes justement pour s'intéresser, pour trouver du sens à ce qu'il fait, et la notion de sens pour le jeune dans l'entreprise est de plus en plus importante, et l'intrapreneuriat y contribue, c'est-à-dire sa capacité à apporter justement sa vision de ce qui pourrait être amélioré dans l'entreprise. Et quand on parle d'amélioration permanente et continue, eh bien, les salariés doivent y participer, c'est clair. Oui, en fait, c'est une question systémique. C'est pas l'un ou l'autre, forcément c'est l'un et l'autre, et pour modifier le système, il faut penser le système. On voit bien, et on va revenir sur le dialogue professionnel, que l'outil le plus efficient, justement pour faire bouger ce bout du système-là, c'est-à-dire la dimension relationnelle entre le manager et le managé, c'est le dialogue professionnel. Et donc, si on veut effectivement que le curseur s'inverse et que les choses s'améliorent de ce côté-là, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et donc, ça invite à nouveau à ce que nos jeunes qui sortent soient armés sur ce plan-là, qu'ils aient la compréhension des choses, qu'ils aient effectivement la capacité réflexive d'analyser les situations et qu'ils soient en position d'agir en conscience avec les méthodes qui vont bien. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui, Annick ? Je voudrais juste apporter un petit complément. Dans certaines organisations, donc, il y a eu une réelle prise de conscience en management et effectivement, les chefs d'atelier, par exemple, ou les chefs d'équipe ont été formés au management. J'y ai contribué chez Carrefour Supply Chain.
Et l'idée, c'était celui qui fait, c'est celui qui sait. Et donc, on fait remonter l'information au fur et à mesure sous le modèle de Jean-François Zobrist, qui était lui-même un bac+2 à l'époque, sorti d'un IUT, et qui avait modélisé ça dans les années 80 au sein d'une entreprise d'acier et qui avait réussi à avoir une progression à 25% alors que toutes les aciéries autour étaient en train de crever. Donc, on n'apprend rien là, mais par contre, se dire que nos techniciens formés dans nos IUT peuvent être d'excellents managers, non pas parce qu'ils ont un bac+5 en management, mais parce qu'ils ont une compréhension de ce qu'ils peuvent apporter à leur top management, ça, c'est déjà une grande chose. Et effectivement, ça passe par les soft skills et également par l'éducation à la compréhension de ce qu'est le management et à être à l'écoute. Donc c'est l'écoute active aussi. Merci. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup. Bravo à tous. Intervention. Merci. Merci beaucoup. Franck, est-ce que tu veux profiter du fait d'être sur scène pour donner c'est ça un point final à cette réunion? Merci beaucoup à tous d'avoir contribué et bien contribué, puisque la salle a été active à ce niveau-là. Bon, vous voyez qu'on a encore du travail, mais on est prêt à travailler justement sur tous ces sujets. Je crois que ce qui est important, en plus dans ces lieux, j'ai toujours envie, quand je suis ici, j'ai toujours envie de parler de ces lieux, et notamment a été évoqué Jean-Dominique Sénard. Il y a 2 ans, Jean-Dominique Sénard, qui avait reçu l'année précédente un prix pour l'ensemble de sa carrière, remettait un prix d'honneur également à Bernard Charlès, qui était le patron de Dassault Systèmes. Bon, pour vous dire sur les lieux, et puisqu'on a pris un peu de hauteur, on a parlé des frères Lumière ce matin, c'est aussi les frères Montgolfier qui sont passés par là. Donc, pour prendre de la hauteur, c'est très bien. Donc on a encore du travail sur tous ces sujets-là. On est tous motivés, et je crois que c'est ça ce dont on a besoin, mais tout ce que je vois qui apparaît toujours à l'écran, hein, notamment sous ce qui est compétences et autres, compétences à continuer à développer. Retenez bien ce qui a été dit, c'est l'obsolescence des compétences qui va nous obliger à être de plus en plus réactifs dans l'évolution de nos formations. Alors là, peut-être que notre diplôme national est un frein, même si c'est un gage de sécurisation, et je revendique ce diplôme national très clairement, mais donc là, ça fait 5 ans, on est en train de faire évoluer le modèle. Alors, on a le tiers d'adaptation territoriale qui permet derrière de se caler sur les territoires, mais il faut vraiment être vigilant sur cette partie. L'obsolescence des compétences est de plus en plus rapide, donc ça veut dire qu'il faut être en permanence en vigilance sur ce qui est en train de se passer, que nos étudiants, et ça a été dit à plusieurs reprises, on leur apprenne à apprendre. Hein. La curiosité, ça c'est essentiel, parce que il y a quelques années, un jeune, il sortait de formation, il pouvait se reposer sur ses formations, il se dit pendant 10 ans, pendant 20 ans, c'est tranquille, je suis bien, j'ai mon acquis. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. C'est-à-dire que avoir bien compris les mécanismes, ça c'est important, mais après, si j'ai besoin de quelque chose au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, je ne vais pas retourner sur mes cours. Il va falloir que j'aille chercher aujourd'hui qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce que je dois mettre en place pour servir mon entreprise et bien remplir la fonction qui m'a été donnée. Hein. Donc c'est pour ça que c'est à nous aussi, formateurs, d'être vigilants pour qu'on soit sur cette dimension-là. Et pour reprendre un élément dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, l'intelligence artificielle, bien l'intelligence artificielle, on ne peut pas passer à côté. Il faut s'en emparer, ne serait-ce que pour dire l'intelligence artificielle, c'est une menace, c'est des opportunités, mais il faut bien les comprendre. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après savoir dans quel cas on l'utilise. Et ça, c'est bien à nous d'éduquer, on va dire, nos étudiants en ce sens pour qu'après ils puissent être bien opérationnels dans leurs entreprises lorsqu'ils sortiront diplômés. Voilà. Merci à tous.